quand il y a une crise, c'est tout de suite, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère la communication pour que la crise se gère au mieux, que les gens agissent au mieux, et pour que on contrôle un minimum ce qui se dit à l'extérieur, notamment avec les médias. Mais ça, c'est vraiment quand on fait de la com externe. Donc c'est toujours avec l'intention de préserver la réputation de la société, de la marque. Moi, j'ai vraiment, et même maintenant, dans mon rôle dans mon nouveau métier, mon rôle d'indépendant, je pense que c'est important de donner la parole aux gens, de mettre en place de donner du temps et de mettre en place des dispositifs pour que les gens se parlent, s'écoutent, se disent les choses, partagent leurs succès, leurs difficultés, et qu'il n'y ait pas toujours des choses qui tombent de la direction, mais qu'il y ait aussi beaucoup de transversal. Parce que souvent, ce qui tue aussi dans l'entreprise, c'est que on n'a pas la liberté de dire ce qu'on pense, en fait. Et des fois, juste ça, c'est déjà beaucoup, en fait. On n'a pas besoin de plus, des fois. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce 6e épisode, je reçois Sophie Lavore, ingénieure INSA de Rouen, travaillant à son compte après plus de 10 années en marketing, vente et 15 en communication d'entreprise. Elle est également coach, facilitateur et auteur photographe et consacre sa 3e partie de carrière aux dirigeants et à leurs équipes. Son objectif, les aider à porter un nouveau regard sur leurs pratiques pour les réinventer. J'ai contacté Sophie, attirée par le logo de son entreprise et sa spécialisation dans la maïeutique, terme assez bizarre pour définir l'art de faire accoucher les idées. Quand j'ai découvert qu'elle avait aussi travaillé en tant que directrice de la communication dans un grand groupe international, je ne pouvais pas passer à côté d'une telle occasion de découvrir un métier sur lequel je ne connaissais absolument rien. Vous allez voir que cet épisode est une vraie mine d'or, une mise à nu des difficultés rencontrées au sein des entreprises par les managers dans la gestion de leurs problématiques quotidiennes. Personnellement, en montant l'épisode, j'ai été absorbé par le contenu de nos échanges et la clairvoyance de Sophie. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection des meilleurs commentaires à chaque début d'épisode. Cette semaine, il n'y en a pas, bande de feignants aux doigts boudinés. Allez au boulot, allez mettre des avis sur Apple Podcast s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, je vais vous faire un petit tuto YouTube promis et je vous mets le lien dans le commentaire. Et pour recevoir des conseils sur la vente, des fiches de travail en exclusivité pour booster ta prise de commande, abonne-toi à la newsletter, newsletter.systemsales.fr. Je te mets le lien dans la description du podcast. Les abonnés à la newsletter ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils gratuitement. Allez, je vous laisse en compagnie de Sophie, coach en communication, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Sophie. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu aujourd'hui ? Parfaitement bien, il fait beau. L'été traîne, l'automne tarde à venir, donc tout va bien. Ok, super. Sophie, en introduction, est-ce que je peux te laisser te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Sophie Lavore. Je suis beaucoup de choses. J'ai plusieurs cordes à mon arc. On va dire que je suis en solo depuis maintenant 2 ans, à mon compte donc. Et en fait, je fais du conseil en communication, du coaching, de la facilitation d'intelligence collective, ce que j'appelle de la maïeutique en fait. Et je suis aussi auteur-photographe. D'accord. Donc effectivement, quelqu'un aux multiples facettes, on va dire. Tout à fait. Très bien. Et Sophie, dans une première partie, ce que je voulais, c'est qu'on repasse un petit peu sur ton parcours, parce que quand on regarde ton histoire sur LinkedIn, on voit des choses quand même assez impressionnantes. Tu es ingénieur INSA à la base, INSA de Rouen. Et ensuite, tu as bifurqué vers des fonctions diverses à l'international et dans la communication. Est-ce que je vais te laisser nous raconter ton histoire.
D'accord. Alors je sais pas si c'est impressionnant, mais en tout cas, voilà, c'était passionnant, si je peux résumer. Donc moi, j'ai fait l'INSA de Rouen. Je suis sortie en 1993. Donc j'ai fait chimie. 93, c'était un peu le creux de la vague. C'était en pleine crise. Mais j'ai eu la chance de trouver du travail directement à la sortie de l'école. Donc en fait, j'ai enchaîné 3 jours après la remise des diplômes. J'ai commencé mon boulot. Euh, J'avais fait des stages en papeterie en fait, et donc j'ai eu la chance de trouver un poste de technico-commercial dans une société qui faisait du traitement des eaux industriel qui s'appelait Nalco. Et, euh, et ils cherchaient un commercial en Normandie en papeterie, ce qui tombait bien puisque j'avais fait 2 stages en papeterie en Normandie. Donc voilà, donc c'était Et à l'époque, quand tu faisais technico-commercial, du coup, tu as abordé un petit peu des facettes de la vente, justement. alors c'était un peu particulier comme métier en fait. C'était un métier de service, donc où en fait on était responsable, on était complètement autonome. Donc je travaillais de chez moi déjà. On avait une zone dédiée. Donc moi j'avais la Normandie et la région parisienne, et on était en charge de prospecter et puis après de délivrer le service qu'on vendait aux entreprises. Et donc il y avait un gros aspect commercial et il y avait un gros aspect technique en fait, puisqu'on faisait on va dire, du support technique aux produits qu'on vendait aux papeteries. D'accord. Et qu'est-ce que cette facette commerciale, justement, a apporté à la suite de ta carrière, juste à ton avis? Alors, c'était Nalco à l'époque, c'était une boîte qui vendait une formation. Ils vendaient 6 mois de formation. Je me rappelle parce que c'était un des arguments qui m'avait plu. Ils vendaient 6 mois de formation au traitement des eaux, technique commerciale. Et c'était une boîte américaine. Et donc, à l'issue de cette formation, on allait passer 2 semaines aux États-Unis. Et vraiment là, c'était de la formation commerciale. Donc, c'était très apprenant. Ça m'a appris l'autonomie très vite, la dimension internationale, puisque boîte américaine. J'avais Quand j'ai rejoint cette société, il y avait encore une structure française qui très vite a été dissoute. Et donc j'avais un boss qui était anglais. Et donc très vite j'ai été, même étant travaillé en France, en fait, très vite j'ai été dans une ambiance internationale. Donc ça m'a, voilà, travaillé en anglais régulière, enfin beaucoup en anglais, et puis avec cette ouverture d'esprit sur le monde anglo-saxon. Donc ça m'a beaucoup aidé pour la suite, je pense. D'accord. Et en 96, tu bascules sur une nouvelle fonction dans une nouvelle entreprise, responsable de zone export, et là, tu exploites complètement le terrain de jeu international, si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. En fait, cette première expérience, elle était très apprenante, mais c'était quand même un métier un petit peu particulier. Hem, En fait, donc j'étais technico-commerciale, donc j'étais responsable de mes clients, mais il y avait pas énormément de développement à faire puisque en fait, je travaillais en papeterie et que les papeteries quand même, ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc du coup, j'avais beaucoup de services, sur site à faire, et mon quotidien, c'était quand même le bleu de travail avec, avec des analyses chimiques, mais aussi, la trousse à outils, puisqu'en fait, il fallait aussi que je fasse de la maintenance sur le matériel qui permettait, d'injecter les produits chimiques que je vendais. Donc en fait, c'était assez particulier, c'était chronophage, voilà, c'était, très apprenant, mais voilà, je me voyais pas faire tout ça, enfin faire ce travail, plus longtemps. Donc j'ai eu la chance de rejoindre, une société qui s'appelle Cepic, qui appartient au groupe Air Liquide et qui est à la marge en fait, par rapport au cœur d'activité d'Air Liquide, et qui fait des spécialités chimiques, pour les industries. Donc c'est des marchés de niche. Et moi, mon premier job, en fait, j'étais dans le verre et un peu dans le papier, et très vite, j'ai été, responsable de zone export sur l'Europe. Et donc du coup, voilà, j'ai pu,
comment dire, j'avais des distributeurs dans les différents pays où on était, et donc j'ai pu animer ce réseau de distributeurs en même temps que avoir des clients en direct, notamment sur la France. Donc ça, c'était super apprenant. À 26 ans, se retrouver, on va dire, à coordonner un réseau de distributeurs, c'est vrai que c'était une belle expérience. Ouais, j'imagine. Et tu avais une préférence sur la zone géographique? Alors, je suis restée chez Cepic une dizaine d'années. Donc, au début, j'étais sur l'Europe, France-Europe. Après, j'ai pris des responsabilités en chef de marché, donc j'ai fait du marketing. Et après, je suis repartie en commercial, où là, j'étais sur des vaccins vétérinaires. Et là, j'ai eu la chance d'avoir l'Asie, une partie de l'Asie. J'avais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Après, je supervisais l'Amérique, enfin l'Amérique du Nord, les États-Unis notamment, où on cherchait à se développer. Donc j'ai beaucoup voyagé. Et ça, c'était une ouverture vraiment très très chouette. En plus d'être sur un secteur, le domaine des vaccins vétérinaires, c'est une micro niche, mais c'est passionnant. Et puis voilà, c'était vraiment. J'ai fait des beaux voyages, des belles rencontres, c'est très Ouais. chouette. Et Mm. comment tu as abordé justement cette spécificité culturelle par rapport à ces différentes zones? Parce que j'imagine que travailler en Asie, c'est pas la même chose que travailler en Europe, que travailler aux États-Unis ou l'Australie. C'est venu naturellement ou Ouais, c'est tu... venu assez naturellement. Je pense que voilà, il faut. Alors moi, par ailleurs, j'aime beaucoup voyager, donc il y a quand même aussi cette capacité d'aller vers les autres, de s'adapter, d'essayer de pas imposer sa culture, mais voilà, de s'ouvrir, de s'adapter. Je pense que c'est ça qui est important, c'est être curieux de l'autre, de sa façon d'être, de penser, et puis s'adapter. Je pense que c'est ça qui fait qu'on y arrive. J'avais un petit challenge parce que j'avais aussi récupéré le Japon. Et le Japon, on a une image d'une société, enfin, d'un monde du travail au Japon assez fermé, assez misogyne. Donc j'ai pas mal été challengée par mes collègues sur ma capacité à gérer le Japon. Et en fait, ça s'est super bien passé. Alors, faut dire que j'avais un petit peu appris le japonais dans mes vies antérieures, et donc bon, je le baragouinais, c'était limité, mais j'avais quand même un peu cette curiosité du Japon qui fait que finalement ça s'est bien passé. C'était un métier assez technique en fait, et même si j'étais pas experte en vaccins et ni en animaux entre guillemets, j'étais pas vétérinaire, mais ça s'est très bien passé en fait avec les clients. C'était chouette. Oui, j'en discutais avec Arthur dans l'épisode précédent, justement, il a travaillé aussi au Japon, Mmh. et il me disait que dans le milieu professionnel, vis-à-vis des étrangers, finalement, ils sont très ouverts et très respectueux Ouais, tout à fait. des autres. Mmh Ouais, mh. ouais, c'est intéressant. Tout en Intéressant. étant très exigeant, mais voilà, si on est, je pense, honnête avec eux, que voilà, on est aussi un peu sur leur temps qui est long, sur leur mode de prise de décision qui est un peu particulier. Voilà, si on respecte ça, je pense que ça se passe bien. D'accord, très bien. Et puis sur l'évolution dans des environnements multiculturels, bon, il y a des gens qui sont naturellement faits pour ça ou qui ont des qualités intrinsèques qui leur permettent de s'adapter très très vite, mais il y a aussi la possibilité de se former Tout et, à fait. euh, Mmh. et voilà. Sophie, ensuite, qu'est-ce que tu as fait après? Donc, ton expérience chez Cepic a duré de 1996 à 2006. Ouais. Et ensuite, je vois que tu as pris un poste de direction de communication. Pardon. Oui, tout à fait. Donc en fait, sur mes dernières années de CEPIC, en fait, j'avais, voilà, ça faisait 10 ans que je faisais ce métier. Je me posais des questions. Comment dire, j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur le management d'entreprise, la gestion, le marketing. Voilà, j'avais envie d'acquérir
des bases en fait, parce que voilà, on peut apprendre de ses expériences, mais quand on apprend aussi, un peu de théorie, je pense qu'on va plus vite. Et donc, j'ai repris les chemins, de la fac, en 2004, je crois que c'était, où en fait, voilà, j'ai fait un master en management à Dauphine pendant une année. Ce qui m'a permis après de postuler. Chez Air Liquide, il y a beaucoup de mobilité fonctionnelle en interne. Et donc j'ai postulé un poste de responsable de communication pour les plateformes européennes. Et là, j'ai rejoint Air Liquide vraiment dans le cœur de métier du groupe. Donc c'était une D'accord. nouvelle aventure. Et pourquoi tu as ressenti ce besoin de reprendre des études pour faire une spécificité une spécification en management, justement? Parce que le management, beaucoup de gens l'apprennent sur le tas, avec des formations en parallèle de leur métier. Alors en fait, moi, depuis le début, en fait, j'ai fait des études d'ingénieur, mais je voulais pas, enfin, la recherche ou vraiment les métiers très techniques, c'était pas mon truc. Moi, c'était plus sur pas forcément du commercial, mais j'avais fait de la qualité aussi en stage, donc c'était plus des métiers finalement de soft ou de management, de communication. Enfin, je saurais pas trop les définir, mais j'étais voilà plus attirée par ça que vraiment de la technique. D'accord. Et en fait, oui, le management, ça s'apprend, mais par exemple, la gestion, la finance, les RH, voilà, il y a quand même de la recherche qui est faite dans ces. Enfin, il y a des grandes théories quand même Oui, d'accord. qui Toi, sont tu as vu bien, voilà, c'était bien plus large que du du simple simple form. management, voilà, tout Ouais, à fait. d'accord. J'avais envie d'avoir des bases théoriques aussi sur lesquelles m'appuyer. Et puis D'accord. il y avait aussi la curiosité probablement d'aller explorer ces contrées-là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers un métier communicatif? Enfin, Alors ça a été un petit peu un concours de circonstances en fait. Chez Air Liquide, quand on veut changer de poste, il y a une bourse de l'emploi qui existe, c'est très bien fait. Et donc, bah, les différents services, les différentes filiales, elles postent les postes à pourvoir en fait, elles les mettent à disposition. Et je suis tombée sur ce poste de responsable communication. C'était pour les plateformes européennes. Donc en fait, c'était des services partagés d'Air Liquide. Heu, J'avais probablement une affinité avec la communication. Ça me permettait aussi de participer à un comité de direction, d'être membre d'un comité de direction, donc de voir un peu comment se diriger des entités, des départements. Donc c'est tout ça, j'imagine, qui m'a plu à ce moment-là. d'accord. Et tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le métier de directeur de communication? Parce que personnellement, je visualise pas du tout ce que c'est. Donc, ouais, ça serait intéressé, et je pense plusieurs personnes qui nous écoutent, les milliers d'auditeurs qui nous écoutent seraient intéressés pour que tu nous expliques un petit peu en quoi Alors ce consiste ce métier métier. de communication, en fait, il est passionnant. C'est, il est des fois un peu, c'est un peu comme c'est des métiers où on a l'impression que tout le monde sait faire de la communication, donc on voit pas l'expertise et la technicité que demande le métier, Mhm. parce que voilà, tout le monde sait, faire des taglines, des logos, trouver des noms, voire faire des newsletters. Ça se résume souvent à ça et c'est finalement beaucoup plus, en fait. C'est un métier où on est quand même, alors ça dépend de la posture qu'on adopte, mais on est vraiment très en amont des choses. On est même au cœur des stratégies, et c'est là où j'ai commencé à faire de la «maïeutique» entre guillemets, à savoir que, pour que qu'un projet, un produit soit bien communiqué, bah, il faut d'abord qu'il soit bien conçu. Et donc du coup, moi, tout de suite, j'ai eu une posture pas d'exécutante, c'est-à-dire que quand on venait me voir en me disant: «Sophie, j'ai besoin de faire, une newsletter ou j'ai besoin d'un logo», bah, tout de suite je challengeais et j'essayais vraiment de comprendre quel était le besoin, l'intention, à qui on s'adressait, et pour trouver la meilleure solution, à mettre en œuvre, en fait. Mhm. Et qu'est-ce que tu as mentionné en introduction? Tu reviens de le mentionner, tu parles de maïeutique.
Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la maïeutique, alors j'ai pas fait de latin ni de grec, mais c'est l'art d'accoucher des idées, en fait. Maïeuticienne, c'est les sages-femmes. Donc voilà, c'est l'art de D'accord. de faire accoucher et la maïeutique, ça vient de Socrate et qui était vraiment de l'art de faire accoucher des idées, en fait. Donc c'est par le biais du questionnement, en fait, on amène à l'autre à accoucher de ses idées. Ah, c'est Voilà. intéressant parce que là, on a une grosse passerelle avec le métier de commercial, De métier de justement. commercial, communicant, de coach, Ouais. voilà, tout s'assemble. D'accord. Et donc, par rapport à ça, tu nous disais que tu avais une façon particulière d'aborder les demandes de communication en interne, mais concrètement, une journée ou une semaine type d'un directeur de communication, pardon, des formations, une Heu, journée type d'un directeur de communication, une semaine type, pardon, ça alors consiste en quoi? il y a toujours une part d'imprévisible puisque en fait quand on est directeur de communication, ben on peut gérer des crises. Alors moi j'étais beaucoup en com interne, donc j'ai pas eu beaucoup de crises à gérer, mais il y a aussi une facette du métier qui est la gestion de crise, hein. C'est donc quand il y a une crise, ben c'est tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère, la communication? Pour que la crise se gère au mieux, que les gens agissent au mieux, et pour que, on contrôle un minimum ce qui se dit à l'extérieur, notamment avec les médias. Mais ça, c'est vraiment là quand on fait de la com externe. Donc c'est toujours avec l'intention de préserver la réputation de la société, de la marque, heu et bien communiquer sur ce qu'il faut faire ou pas faire quand c'est des crises qui entraînent, voilà, quand il y a des accidents industriels, des choses comme ça. D'accord. Donc moi, j'en ai pas beaucoup fait, mais ça fait partie quand même du quotidien des communicants et ça, c'est complètement imprévu. Sinon, ça va de, voilà, assister à des CODIR, heu, travailler avec, différents donneurs d'ordre, dans l'entreprise, que ce soit, on va dire, l'exécutif, les RH, les différentes fonctions qui ont toutes besoin finalement de communiquer vis-à-vis de leurs parties prenantes. Moi après j'ai travaillé, beaucoup avec le marketing sur, de la communication produit, et donc voilà, c'est travailler avec eux le plus en amont possible sur, le lancement d'un produit ou le lancement d'un nouveau projet interne, d'un changement. Pour, voilà, pour s'assurer que que le projet, le produit, l'intention dès le début en fait, il va être communicable par rapport à ce qu'on veut en faire pour, pouvoir, déjà ajuster les messages sur ce qu'on va dire et après commencer à faire le brief agence en fait pour, après, mandater des agences pour nous accompagner sur, vraiment, la réalisation d'un plan de communication quand c'est un projet en interne. Donc c'est, voilà, faire, des campagnes de posters, des vidéos, enfin voilà, après, des choses qui sont plus outils. Comment justement dans des grandes entreprises, comme Air Liquide ou d'autres, on voit parfois une distance, une déconnexion entre le top et la base justement. Donc il y a des grands projets qui sont décidés, des grandes campagnes de communication, avec des supports comme tu parles, posters, Mmh. visuels, vidéos et cetera. Mais comment tu obtiens l'adhésion de la base? Comment tu t'assures que le message passe, que tout le monde justement participe à ces projets-là? Alors moi j'ai un grand dada, ça s'appelle la communication managériale. Donc c'est comment comment on fait prendre conscience au management de proximité, comment on les accompagne, comment on les outille pour qu'ils aient ce rôle de «relais» entre guillemets, de traduction entre des grands axes stratégiques, qui viennent «du haut» entre guillemets et comment ils transforment ça en action et comment eux, ils entraînent leurs équipes en fait. Et Donc ça comment c'est alors justement? Est-ce que tu peux nous donner des choses alors en un fait, peu plus concrètes? c'est vraiment les accompagner, déjà je pense qu'en tant que communicant, c'est être sur le terrain. C'est pas rester au siège, ou voilà, c'est vraiment sortir, aller sur le terrain, aller voir les gens, aller voir comment ils travaillent, aller les écouter.
parce que c'est important après quand on conçoit des plans, des outils de connaître un petit peu cette réalité-là, justement pour pas être déconnecté après dans les dispositifs qu'on met en place. Et puis les managers, alors c'est aller au-delà des kits de com qu'on va leur donner pour qu'ils les déploient, mais c'est vraiment aussi être à leur écoute, les accompagner, regarder comment on peut les former aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour que ça se fasse. Et puis aussi, c'est être capable aussi d'influencer entre guillemets euh, les directions en fait ben voilà pour leur dégager du temps et puis que les directions aient aussi conscience qu'ils aient ce rôle-là pour qu'on accepte de les former et puis de leur donner du temps aussi pour qu'ils fassent ça en fait. C'est tout un ensemble en fait à sensibiliser. D'accord. Et justement, dans les grandes entreprises aussi, on voit que ce qui peut facilement gripper la machine, c'est le manque de communication en interne entre les gens, entre les services, entre les divisions. Euh, Quel est ton point de vue là-dessus et est-ce que tu as des méthodes, toi, que tu recommandes justement pour faire en sorte que Les au gens sein se de grandes parlent, hein. compagnies, les gens se parlent? Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que je faisais, alors ça dépend après si on a des équipes, on va dire qui sont toutes sur le même site ou des équipes, ou même des réseaux puisqu'en fait j'animais aussi des réseaux de correspondants qui étaient un petit peu partout, dans le monde. Donc je pense quand même que ce qui est important, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers où on se parle et où on se rencontre. Moi sur mon dernier poste, sur les équipes, du siège, il y avait une centaine de personnes. Donc voilà, je faisais, des pique-niques, on avait des réunions 2-3 fois par an, avec le directeur où, il y avait un petit peu de top down où voilà, on présentait les résultats, on donnait le cap et puis après il y avait toujours un moment collaboratif où les gens, s'échangeaient sur leurs différents projets. Moi j'ai vraiment, voilà, et même maintenant, dans mon rôle dans mon nouveau métier, mon rôle d'indépendant, je pense que c'est important de donner la parole aux gens, de mettre en place de donner du temps et de mettre en place des dispositifs pour que les gens se parlent, s'écoutent, se disent les choses, partagent leurs succès, leurs difficultés, et qu'il n'y ait pas toujours des choses qui tombent de la direction, mais qu'il y ait aussi beaucoup de transversal. Ouais, je ne peux que être d'accord, mais en même temps, d'expérience concrète, malgré deux, trois events, on va dire, de team building ou d'échange ou voilà, un, deux, trois pique-niques, on sait que les mauvaises habitudes reviennent au galop. Voilà, la question, c'est que comment garder cet esprit d'équipe, cet esprit communicatif, cet esprit d'ouverture entre les gens au quotidien. Je sais pas. Alors c'est pas facile parce que les entreprises, enfin de ce que moi j'ai vécu et de ce que je vois maintenant, c'est que il y a quand même une course voilà, c'est une course effrénée à la production, aux réunions, à la productivité. J'ai quand même l'impression que ouais, qu'il y en a beaucoup qui sont le nez dans le guidon, voire en apnée, et c'est ce que j'étais moi aussi, hein. C'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu en sortir. Mais voilà, c'est un peu sans fin, j'ai l'impression toujours plus. Euh, et c'est important, je pense, de se réserver quand même dans son agenda des plages où on s'autorise, parce que c'est, je pense, une vraie autorisation. On s'autorise de faire des pas de côté, d'aller vers les gens, peut-être de sortir aussi de son entreprise pour aller voir des associations professionnelles ou d'aller dans les salons. Enfin, je pense que c'est important quand même de se donner ce temps-là. C'est jamais du temps perdu, mais c'est vrai que quand on est pris dans le tourbillon du faire, voilà, c'est souvent des moments qui sont mis de côté et je pense que c'est important de les préserver. Et je pense que c'est important aussi d'un point de vue organisation d'entreprise
d'organiser ces moments-là et d'inciter les collaborateurs en fait à y participer. Je pense que c'est dans les 2 sens. C'est une liberté individuelle, qu'on prend, mais c'est aussi aux entreprises à permettre cette prise de liberté. Je pense que ça va dans les Oui, 2 sens. oui. Tu connais le livre de Cal Newport, Deep Work? Alors moi, je suis pas un gros lecteur, mais j'ai lu ce livre et ça a été quand même. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est exactement ça. C'est qu'il dit il faut, pour retrouver un travail en profondeur, un épanouissement personnel et du qualitatif dans ce travail, il faut savoir s'aménager quotidiennement ou de manière hebdomadaire des plages horaires où on se coupe de ces réunions, des mails, de notifications, où on se consacre à d'autres choses, justement, pour retrouver peut-être un peu de souffle Tout à dans fait, ouais. le rythme quotidien. Alors celui-là, je le connais pas, mais je le note. Je t'enverrai la J'en lis référence. beaucoup, mais je le note. Oui, je pense qu'en fait, c'est une responsabilité personnelle, en fait, je pense c'est une forme de prendre soin de soi, finalement, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de se développer. Je pense qu'il faut bien entendu, c'est aussi le rôle des entreprises de développer les gens et de les faire grandir, mais c'est aussi une responsabilité personnelle, je pense, de continuer à apprendre en permanence. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue à faire. Et, euh, et donc, voilà, c'est important ça prend du temps et de se réserver du temps pour ça. Je trouve que c'est fondamental. D'accord. Et toi, personnellement, tu pratiques des formes de temps, quand tu es sur du temps pour toi, tu pratiques des formes de méditation, d'activité respiratoire ou des choses qui ont un peu similaires, je sais pas, yoga, ça Oui, oui, dépend. en fait, moi, je médite tous les matins. Voilà, j'ai pris le D'accord. parti de me lever plus tôt le matin pour méditer, écrire un petit peu mon journal. Enfin voilà, sortir de la tête. Je pense que c'est important aussi de sortir de la tête et revenir dans le corps et dans les émotions. Je pense que c'est des choses qu'on oublie dans les entreprises, le corps, les émotions. Et ça fait partie quand même de la personne. On est des êtres physiques, donc c'est un tout qu'il faut cultiver. Et je pense qu'il faut prendre soin de ça. C'est un équilibre en fait de Qu'est-ce que tu as de tout senti ça. justement, le fait de pratiquer la méditation quotidiennement? Euh, Est-ce que tu as constaté ou est-ce que tu as réussi à, à- à ressentir des évolutions par rapport à ton bien-être personnel? Ou même ta capacité de concentration, ton Ouais, je pense que efficacité? ça pose en fait, ça aide à poser, à prendre du recul, et c'est tout simplement du temps pour soi aussi. Donc c'est une forme de temps pour soi, de s'autoriser à se poser et ne rien faire. Et même si c'est pas longtemps, enfin souvent il y a des gens qui me disent mais moi j'arrive pas à méditer. Ben moi quand j'ai appris à méditer, on m'a dit ben faut commencer par 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis il y a plein de formes de méditation aussi. Il y a la marche qui est une forme de méditation. Il y a En fait c'est à chacun de trouver sa façon de méditer. Moi je cuisine et on peut méditer en cuisinant, hein, quand on est finalement pleinement dans ce qu'on fait et dans une forme de ce qu'on appelle de flow en fait, où c'est fluide, où on réfléchit plus et on est en pleine présence. Il y a beaucoup de choses, enfin, il y a plein de voies en fait pour faire de la méditation. Pour les gens qui sont scientifiques et qui ont un peu de mal avec la méditation, moi je propose de faire de la cohérence cardiaque, où là voilà c'est un petit peu plus objectivé en termes d'approche médicale, mais c'est une forme de méditation aussi. Donc c'est une méditation particulière par la respiration. Donc il y a plein de façons, mais c'est de la pleine présence en fait, c'est être pleinement présent à Sur ce la qu'on fait. cohérence cardiaque, j'avais entendu que c'était justement très pratique parce que tu peux le pratiquer un peu n'importe où par rapport où la méditation, Tu le bon bah, pratiques n'importe où, c'est en fait ouais. ils recommandent 5 minutes 3 fois par jour, et c'est voilà, c'est une façon de respirer et en fait de mettre en cohérence son système nerveux autonome, ou qui a un frein et qui a un accélérateur, et ça permet d'équilibrer le frein et l'accélérateur. Voilà, enfin il y a tout un tas de bénéfiques. Il y a plein de littérature sur la cohérence cardiaque, hein, et je pourrais te donner des références, mais c'est très facile et c'est voilà, c'est assez puissant
comme pratique. Je pense qu'il y a des gens qui disent bah, je n'ai pas le temps ou oui, enfin c'est bien gentil la routine matinale, mais on la zappe. Mon point de vue là-dessus, c'est qu'en fait, finalement, quand tu te crées une habitude qui est bénéfique pour toi, Mm. en fait, au bout d'un moment, tu ne l'abandonnes plus parce que ton corps ou ton esprit la réclame. Et c'est ça la force de la La force de routine, l'habitude, ouais, tout à la force fait. de l'habitude et de la routine, pas forcément matinale, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une routine qui te fait du bien, t'as pas à te forcer pour la refaire, puisque naturellement, tu vas la réclamer, puisque... Oui, alors pareil, il y a plein de bouquins de développement personnel sur le pouvoir des habitudes. C'est vrai que quand on veut prendre des habitudes ou même quand on veut en perdre, ça demande un petit effort au début en fait, parce que bah voilà, il faut reprogrammer son cerveau. Ça prend, en général, ils disent 2 à 3 semaines en fait pour ancrer une habitude ou en perdre une. Donc ça demande un petit effort, mais après, une fois qu'elle est acquise, quand on l'entretient, elle est là et c'est une forme de confort aussi. Enfin, ouais, ça apporte une forme de confort, je pense. Mm-mm. Ça dépend quelle habitude on veut prendre, mais après, c'est automatique. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une forme d'automatisme et voilà, ça permet d'être dans la fluidité et d'intégrer ça à son quotidien en fait. Très bien. Et une question peut-être un peu plus personnelle. Tu n'es plus chez Air Liquide aujourd'hui. Tu as quitté une grande compagnie. Tu as monté une structure autonome. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix professionnel? Alors c'est une longue histoire en fait. J'ai commencé à me former au coaching en 2013, donc j'étais encore chez Air Liquide. J'avais un super poste en communication et j'avais eu un petit incident de santé et je m'étais dit quand j'avais repris le travail qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour prendre soin de moi justement. Et j'avais en plus l'idée reçue ou l'intuition, je sais pas comment on peut dire ça, que le coaching m'aiderait justement à mieux questionner les gens avec qui je travaillais. Donc on était déjà dans la maïeutique en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former au coaching, c'est pas du tout avec l'envie de devenir coach, mais c'était avec l'envie d'acquérir ces compétences de questionner. Mhm. Et quand on se forme au coaching, ben, très vite on coach des gens en fait. Et là, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que c'était super d'accompagner quelqu'un voilà, pour l'aider à grandir. Et donc voilà, je me suis un peu laissé prendre au jeu. Euh, J'avais un super poste, donc j'avais envie de faire plein de choses, de faire bouger. Voilà, j'avais plein de projets, donc le projet a mûri progressivement. Au début, je m'étais dit, bah tiens, peut-être que après, le poste d'après, je proposerai de devenir coach interne. Il y a des besoins dans le groupe. Voilà, ça commençait à germer. Et puis, après cette formation, j'ai envie de dire, j'ai pu arrêter à me former. Voilà, dans le coaching, il y a plein d'approches, plein d'outils, plein de techniques. Et quand on met le doigt là-dedans, je pense qu'on n'en sort plus tellement c'est passionnant. Donc voilà, j'ai continué à être curieuse, à me former. Euh, je suis repartie sur les bancs de la fac en 2014, où là j'ai fait un master de coaching à Assas, donc sur une année. Euh, et là j'ai vraiment eu, comment dire, voilà, j'ai compris que coach interne c'était pas si simple que ça, et que c'est de l'extérieur que je pourrais vraiment agir sur les organisations ou vraiment avoir une liberté d'action qui serait meilleure que à l'interne d'une organisation. Et à côté de ça, j'ai découvert le monde de l'innovation managériale, en 2015, c'était le plein boom des entreprises libérées. Il y a Lalou qui a sorti son bouquin sur Reinventing Organization. Voilà, c'était en plein boom de cette tendance-là qui ne fait que croître depuis en fait sur Mhm. les nouveaux modes de gouvernance d'entreprise, d'organisation. Et voilà, je me suis prise de passion pour ça.
Et là, ça a été évident qu'il fallait que je sois indépendante en fait D'accord. pour avoir plus d'action en fait. Voilà. J'enregistrerai un épisode sur les entreprises libérées justement prochainement. Mais quand tu animes des ateliers en entreprise ou avec des personnes, comment tu t'assures qu'il y a un suivi? Parce que le problème des formations ou des ateliers, c'est que tu vois des choses super intéressantes qui t'éveillent sur des sujets ou qui te donnent des bonnes pratiques. Mais comment on fait en sorte que les gens mettent en application, enfin, on ne peut pas les obliger à mettre en application, mais ceux qui le veulent puissent justement transformer leurs habitudes. Comment on gère ce suivi-là quand on anime des ateliers comme tu le fais? Alors c'est pas évident parce que c'est vrai que quand on intervient ponctuellement, hein, et après, on n'est plus trop responsable de ce qui se passe. Moi, ce que j'essaie dans mes interventions, en fait, c'est de faire expérimenter des modalités de coopération et d'interaction, en fait, qui sont, voilà, que j'ai appris et qui sont, on va dire, décrites et disponibles dans le domaine public. J'ai envie de dire, les cercles de parole, les bulles de dialogue, les liberating structures, par exemple. Donc c'est vraiment des modalités de travail qui sont décrites et donc du coup, je les fais tester aux gens et souvent je leur dis: «Mais voilà ce que vous avez testé, vous pouvez le reproduire, le refaire au quotidien, voilà, n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un, qui vienne et qui anime. Vous pouvez aussi, vous-même, voilà». J'ai toujours un peu l'envie dans mes interventions d'être finalement le plus discrète possible pour que les gens puissent prendre de l'autonomie et puis après, puissent reproduire tout seuls. Et qu'est-ce que Heu, c'est une bulle de dialogue, justement? alors une bulle de dialogue, en fait, c'est des cercles de parole. Donc c'est un dispositif, hem, ça se fait en ligne ou en présentiel, en fait, où on va inviter les gens à venir, échanger, dialoguer sur une question, une problématique qu'on va leur poser et avec un processus de parole distribuée. La parole distribuée, en fait, on part du principe que la parole est à égalité. La parole, elle est au centre, elle est à égalité, donc tout le monde a le droit à la parole et est en devoir d'écouter aussi les autres, ce qu'on fait pas forcément, qu'on fait plus trop finalement, au quotidien dans les entreprises et donc c'est un processus qui «rééduque» entre guillemets, sur, j'ai quelque chose à dire sur un sujet, donc j'ai mon temps de parole, donc je dis ce que j'ai à dire. Bien entendu en toute conscience parce que j'ai aussi conscience que ce que je dis, ça impacte les autres et aussi j'écoute les autres, ce qu'ils ont à dire, sans intention de penser que ce que je pense c'est mieux ou d'aller les influencer ou d'aller leur dire que ce qu'ils pensent c'est pas bien. Mais c'est justement se nourrir de la pensée différente pour peut-être, et faire évoluer ma pensée ou conforter ma pensée, mais au moins c'est d'aller chercher à comprendre pourquoi l'autre pense différemment et je pense que ça, dans une entreprise, c'est super pré ou dans toute forme d'organisation, en fait, c'est précieux parce que ça sort justement de la «pensée unique» entre guillemets, qu'on Ouais. voudrait nous faire, des fois, entendre. Ça remet du libre arbitre, ça te redonne de la liberté d'action aussi aux gens parce qu'ils se sont exprimés, ils se sont nourris de la pensée des autres et ça les aide des fois à s'autoriser à faire des petites choses. Voilà, ça. Et à quelle fréquence tu suggères de le faire au quotidien si je suis manager d'une équipe de 5, 10, d'un département de 50 personnes? Sur quelle taille de groupe? Quelle fréquence? J'ai envie de dire, en fait, ça devrait devenir, un peu une forme d'interaction un peu, au quotidien. C'est comme on respire, en fait, on réapprend à dialoguer, à écouter, à s'exprimer, à s'autoriser à dire ce qu'on a besoin de dire, parce que c'est aussi voilà, des fois on n'ose pas parce qu'on pense que dans la mesure où c'est dit avec intention et il y a pas d'intention de nuire, mais qu'il y a une intention, de de faire au mieux pour «faire bien» entre guillemets, je pense que c'est important. Comme c'est important de prendre le temps d'écouter les autres, de chercher à comprendre,
pourquoi ils pensent ça. J'ai envie de dire, ça se pratique au quotidien. Et après, de le faire de façon plus organisée, j'ai envie de dire, c'est en fonction de ce qu'on a besoin de faire. C'est peut-être bien de le faire, voilà, de l'organiser de façon euh, plus organisée, peut-être une fois par trimestre ou une fois par an. Ou Et ouais, j'avais entendu des conseils de management justement où il fallait, je sais plus, sur une fois par mois, par trimestre, justement réunir l'équipe et dire voilà, là c'est Oui, le temps de lâchage complet, tout ce qui va pas, on le met sur la table, mais de forcer ce temps de ce temps où chacun vide un peu son sac ou voilà, ou met sur la table. après c'est aussi comment on envisage les réunions d'équipe en fait. Qu'est-ce qu'on y voit dedans? Donc il y a toujours il y a toujours un peu de temps un peu top down entre guillemets où on partage justement, le manager va partager des informations qui viennent de plus haut que lui. Donc c'est quand même toujours donner des informations sur le cap à suivre, les objectifs, faire de la pédagogie aussi. Pourquoi l'entreprise décide de mener ce grand projet ou a pris cette décision-là. Donc il y a une partie un peu top-down de pédagogie. Il y a une partie de partage de performances ou de résultats de chacun, de là où on en est de ces projets. Et puis après, il y a une partie probablement de réflexivité entre guillemets de l'équipe. C'est comment on travaille ensemble, comment on veut travailler ensemble, comment on veut mieux travailler ensemble, qui est souvent oubliée en fait dans les équipes et qui est importante quand même de se reposer des questions de ces temps de réunion, qu'est-ce qu'on veut en faire et Ouais, pourquoi. je suis complètement d'accord avec toi. Et là, je te parle c'est du vécu. La plupart du temps, quand tu dis aux gens, allez, hop, la parole à chacun, déjà, c'est très rare que les gens en parlent. Ensuite, il y a des gens que tu n'entends jamais. Comment tu fais participer ces gens que tu n'entends jamais, qui n'expriment jamais leur voix et tu as envie de les entendre. Je suppose que c'est des personnes qui sont en capacité d'apporter des idées tout aussi constructives et importantes à l'entreprise, justement. Mais il y a des gens voilà, qui ne sont pas sur ce mode de communication-là. Et en réunion, tu as beau faire des temps d'échange. Déjà, les gens ne participent pas. Deux, les gens, entre guillemets, ultra timides, eux, tu les entends jamais. Donc, comment tu favorises ou tu développes ces capacités de... Alors après, j'ai envie de dire, il y a un gros travail qui est fait au niveau du manager en fait, et ça fait partie des formations, enfin d'un des volets de formation au management qu'on peut apprendre. C'est comment, quand je suis manager, justement, je m'assure que chacun a la parole, je modère ceux qui prennent le plus la parole et je favorise ceux qui sont plus discrets à la prendre. Donc il y a la posture du manager qui fait beaucoup, et il y a aussi la possibilité, alors là je vais vendre ma sauce entre guillemets, de faire appel de temps en temps à des facilitateurs externes euh, qui vont aider le manager à, à apporter un peu ces temps d'échange où finalement le manager va se mettre au même niveau que son équipe et dans un exercice de s'écouter, s'exprimer tous. Et c'est vrai que parfois faire appel à un facilitateur peut permettre ça. Mais j'ai envie de dire, ça vient aussi beaucoup du manager et de la façon dont il envisage son équipe Oui, mais et son oui, fonctionnement d'équipe. oui, c'est très juste. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des managers, les jeunes managers aujourd'hui commencent à être un peu plus éveillés sur ces sujets-là. Mm. Enfin, j'espère. Mais bon, bah, c'est exactement ce que tu dis. Sans eux-mêmes être suivis de façon régulière, sans Mm. avoir accès à des coachs ou une formation continue, bah voilà, tu te heurtes à la réalité du terrain. Et comme je te dis, je pense qu'il y a des gens, voilà, tu as des personnes avec des caractères très refermés. Et voilà, leur donner un espace de parole, c'est bien. Mais comme tu dis, il faut peut-être créer un espace de confiance et ça prend peut-être beaucoup de temps. Ouais, je pense qu'après, voilà, si on agit au niveau de manager, en fait, il y a vraiment ben, déjà une prise de conscience enfin,
les éveiller ou leur montrer qu'il y a plein de façons de faire, d'animer des équipes. Donc c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. C'est aussi leur responsabilité finalement d'aller s'ouvrir si leur entreprise leur permet pas cette formation, c'est d'aller s'ouvrir et d'aller se former à l'extérieur ou d'aller dans des assos professionnels ou avec des pairs en fait pour se nourrir de ces pratiques-là. Donc c'est un peu leur responsabilité, c'est la responsabilité de l'entreprise aussi de leur apprendre ça. Mais il y a du travail. Mais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir échanger avec des pairs Ouais. de plein d'horizons, peut-être regroupés au sein d'associations ou Mmh. d'espaces de dialogue, peut-être Et moi où tu. je Ouais. crois beaucoup moi au groupe de pairs et c'est ce que j'essaie de monter en fait, c'est des il y a un dispositif qui s'appelle le co-développement qui est très intéressant en fait. C'est comment j'apprends ensemble du groupe et j'ai des moments de réflectivité sur ma pratique, ma façon de faire et comment je me nourris de l'expérience des autres, du regard des autres qui va finalement être un nouveau regard sur comment je fais et qui va me permettre de me questionner. Et qui va me permettre du coup de me questionner, de m'ajuster, de grandir. Et le co-développement pour ça, c'est assez magique. Donc c'est de l'accompagnement. Alors il y a en général avec un facilitateur, mais c'est comment c'est de l'accompagnement de groupe en fait. Donc ça, ce que j'appelle moi les groupes de pairs. Donc il y a le processus de co-développement, mais il y a aussi les cercles de parole. Enfin, il y a tout un tas d'outils qui aident à faire ça. Et moi, je crois beaucoup, voilà, à ces groupes de pairs en fait où on va prendre 6-8 managers sur par exemple une durée d'un an. Ils vont se voir tous les mois ou tous les 2 mois et ils vont vraiment, on va dire, s'autoriser à se prendre 2 heures, une demi-journée dans leur agenda où ils vont consacrer du temps pour eux, pour se questionner sur leurs pratiques, apprendre à demander de l'aide à des pairs et apprendre à aussi aider des pairs. Voilà, et ça, je pense que c'est super vertueux. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attache à faire entre guillemets. Ah, mais voilà, moi je te rejoins complètement là-dessus. Je trouve ça brillant. C'est d'autoriser, même au sein d'une entreprise Ouais, ou après, quand les entreprises le permettent pas, des temps d'échange où tu parles pas de travail, mais tu parles justement de ta pratique, de, de toi, de tes ouais, aspirations, c'est ça. tes questionnements, tes échecs aussi. C'est pas simple en fait quand on est manager, de parler de ses échecs et de se questionner, voilà, comment j'aurais pu faire autrement, et puis juste des fois poser ça. Et c'est vrai qu'arriver à le faire avec des pairs, dans un comment dire? Avec de la bienveillance en fait, où il y a pas forcément du jugement, mais il y a vraiment la volonté de s'entraider, je pense que c'est précieux. Mm. Ouais, tout à fait. Je pense qu'en tant que manager, on a tendance à s'isoler et Ouais, on parle de à solitude du se. manager, alors à un certain niveau, Ouais. ouais. Mmh. Et puis on l'a vu avec la crise Covid, hein, il y a, à part peut-être des compagnies très éclairées ou des petites structures, les managers ont été livrés à eux-mêmes pour gérer ce surplus de charges et cette organisation. Et C'était. j'ai eu l'occasion de faire des cercles de parole justement avec des managers et ils étaient super contents d'avoir ce temps d'échange entre managers pour se rendre compte que, ils avaient vachement pris soin de leurs équipes, mais qu'en fait, ils avaient pas beaucoup pris soin d'eux ou on n'avait pas pris soin d'eux et de se retrouver entre managers, de se rendre compte que, qu'ils avaient tous vécu la même chose, qu'ils avaient tous fait au mieux, de plus être seuls en fait. Je pense que ça leur a fait vachement bien et c'est vrai que dans les organisations aussi, permettre ces moments qui vont faire du bien aux gens, c'est pas du luxe, c'est pas du superflu. Je pense que ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique, mais comme c'est pas naturel, il faut en avoir conscience et l'organiser Ouais. pour. Et c'est vrai que quand j'en parle avec les DRH, ils osent pas trop, c'est des fois considéré un peu comme «du luxe» entre guillemets, alors que ça n'est pas. Je pense que ça contribue vraiment à l'efficacité. Ouais, mais et pourquoi ils considèrent que c'est du luxe? C'est parce que je pense qu'il y a aucune remontée euh, du terrain des gens. Enfin, soit ils prennent pas l'information et ils prennent pas conscience
parfois de la détresse de leurs équipes de managers où les gens n'expriment pas, justement, ne se sentent pas assez en confiance pour exprimer à un moment donné leurs difficultés. Oui, il y a de ça, et il y a aussi une certaine peur peur d'une certaine forme de lâcher prise, c'est-à-dire, oh là là, si je donne la parole aux gens, par exemple sur des managers, quand je les invite en leur disant, ben voilà, gestion de la crise, et moi manager, comment je me sens avec ça. Bon, ben ça fait parler la tête, mais ça fait aussi quand même parler vachement les émotions et le cœur. Et il y a peut-être, j'imagine, qu'est-ce qui va sortir de ces conversations-là? Il y a une forme de peur quand même. Quelles vont être les revendications? Et moi, en tant que DRH, comment je vais gérer ça? Alors que les processus comme les bulles de dialogue, les cercles de parole, quand elles sont bien animées, et que le cadre est bien posé, en fait, on arrive quand même à avoir une parole constructive et réparatrice, et pas qui part dans tous les sens et sur des enfin voilà, ça reste contrôlé, mais au moins les gens, ils déposent la parole, ils disent, parce que souvent ce qui tue aussi dans l'entreprise, c'est que on n'a pas la liberté de dire ce qu'on pense, en fait, et des fois juste ça, c'est déjà beaucoup, en fait. On n'a pas besoin de plus des fois. Bon, bah écoute Sophie, Je parle beaucoup. non, mais ce sera le mot de la fin, mais je pense que c'est un des messages les plus percutants qu'on a eu. En tout cas, voilà, j'espère que ça pourrait être utile, ce que j'avais à dire. Ouais, non, mais c'est l'isolement, le sentiment d'isolement des managers, c'est un sujet qui est pas souvent abordé, et ça mériterait d'être traité peut-être plus en détail. Écoute Sophie, je te remercie pour cet échange très riche. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, et plein de succès pour ton podcast, et puis pour la suite. Merci beaucoup Sophie. Au revoir. Merci, au revoir Mathieu. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En attendant, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un avis sur Apple Podcast et de vous abonner à la newsletter newsletter.systemsales.fr pour booster votre prise de commande et recevoir des news en exclusivité. Je vous dis à dans 2 semaines, à bientôt.